Bonsoir, très heureux de vous accueillir dans Nuit d'été, le podcast où je reçois de jeunes artistes. Aujourd'hui c'est une première car mon invité est un jeune auteur. À peine 20 ans, il a déjà publié 2 tomes de sa saga littéraire Rubis, Saphir, Émeraude. Il vient nous les présenter ainsi que son parcours. L'occasion également d'évoquer le syndrome de l'imposteur. Comment a-t-il fait pour le dépasser afin de profiter pleinement de sa passion ? Mon invité est Alexandre Gu. Nuit d'été par Romain Lucas. Bonsoir Alexandre, bienvenue à toi dans Une nuit d'été. Merci, bonjour à toi. Bonsoir. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors écoute, je suis Alexandre Gu, je suis écrivain. J'ai écrit en l'occurrence 2 livres, Rubis, Saphir, Émeraude, Améthyste et Rubis, Saphir, Émeraude 2, Le Temple de la Mort. Je suis étudiant en 2e année. Je viens de terminer ma 2e année à l'Institut catholique de Paris en histoire sciences politiques. Donc je suis étudiant. Et tu as publié jeune ton premier roman à peine 15 ans. D'où te vient cette envie d'écrire ? J'ai commencé à écrire à 15 ans à peu près, même à 14 ans, en vérité j'avais 15 ans le mois d'après. Et il a été publié à peu près, il me semble que c'était en 2021. Donc voilà, je devais avoir 18 ans à peu près, 17-18 ans. Oui. J'ai mis un peu de temps en fait, à le faire publier. Cette volonté d'écrire, elle m'est venue, assez jeune, et à la fois de manière incongrue, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu depuis jeune. J'ai commencé à lire mes premiers romans de fantasy en fait à l'âge de 9 ans. Mes parents m'ont toujours beaucoup poussé à lire, et j'étais bercé dans la fantasy, l'heroic fantasy. Donc tout un tas de livres que j'ai adoré, vraiment adoré, on pourra en reparler. Et je nourrissais le secret espoir, la secrète ambition plus tard, lorsque je serai adulte, lorsque je serai grand, que j'aurai de la légitimité, de la maturité, de pouvoir écrire un livre et de transmettre en fait cette passion que j'avais moi en tant que lecteur. Et en fait, lorsque j'avais donc 14 ans, 15 ans, j'étais à un moment dans une mauvaise passe, voilà, un coup de mou dans ma vie quoi. Et en fait, j'ai des parents qui sont les meilleurs parents du monde, et ils m'ont dit que je pouvais prendre 2 jours, 2 jours de pause, où ils m'autorisaient à ne pas aller en cours. Ils savaient que voilà, je me rattraperais bien. Et par contre, ma mère, je m'en souviendrai toujours, m'a dit: «Voilà, Alexandre, j'aimerais bien que tu évites de jouer à la console pendant 2 jours». L'idée, c'était que je me ressource. Et je me suis dit, voilà, que j'allais essayer d'aller dans ce sens-là, et donc je me suis lancé. Et donc je me suis lancé vraiment sans grand plan général en tête, simplement avec une idée, quelques idées en fait, et j'ai voulu nourrir ça en fait. Je me suis dit que j'allais écrire une histoire, pas forcément un livre, mais une histoire, et qu'il me faudrait de la discipline. Donc j'ai commencé à écrire tous les jours, au moins une page. Alors une page, j'étais en Arial 16 pour vous dire, mais c'était vraiment, de la discipline, une page tous les jours, et je m'y mettais. Et j'étais en 3e à l'époque, et ça fonctionnait bien. Au bout de 8 mois, je commence à avoir à peu près le livre comme il est, c'est-à-dire à peu près 300 pages. Et donc là, je me suis dit que je pouvais le présenter à un éditeur. Et donc c'est là que j'ai cherché, j'ai mis du temps, j'ai fait des pauses. J'ai commencé aussi à écrire un peu le 2e, parce que j'écrivais avant tout pour moi au début. Ensuite, j'aurais la volonté de vraiment le peaufiner, de mieux le travailler, et d'élever un peu mon art. Mais au tout début, c'était vraiment pour moi. Je dirais pas une écriture, je parlerai pas d'écriture thérapeutique, mais simplement pour moi, pour mon plaisir, pour exercer ma plume. J'ai appris énormément de choses, que ce soit sur la langue française, sur la manière d'écrire, sur la manière de faire une histoire. Vraiment une expérience extrêmement enrichissante. Extrêmement enrichissante. Et voilà, petit à petit, j'ai eu la consécration avec la publication de ce 1er tome, et l'année d'après, la publication du 2e. Alors justement, on va y revenir après, mais avant, tu as choisi d'écrire un livre à te tourner vers la fantasy. Pourquoi ce genre littéraire précisément ? Alors, la fantasy, en fait, c'est venu assez naturellement, parce que c'était le principal genre littéraire que je lisais. Je me suis mis en fait aux classiques littéraires français, par exemple, ou étrangers, la littérature vraiment classique, je m'y suis mis beaucoup plus tard. Et donc, ça fait que j'ai voulu reproduire ce que je lisais, en partie, avec ma touche personnelle, avec mon point de vue sur le genre. J'aime beaucoup, notamment dans le 1er tome, tourner pas en ridicule, mais en dérision, ou faire des clins d'œil à un peu des
des clichés, on va dire ça comme ça, qu'on peut retrouver justement dans l'heroic fantasy, parce que j'ai vraiment lu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heroic fantasy. Et ça a été peu diversifié en fait pendant très longtemps. Et aujourd'hui, justement, je dirais que je lis beaucoup moins d'heroic fantasy, et ça a un impact certain sur ma volonté d'écrire et sur ce que je veux écrire derrière. Mais ça, on pourra en parler peut-être sur les projets d'avenir. Enfin voilà. Complètement, on va en parler juste après. Et donc tu as abordé ton premier roman qui s'intitule Ruby, Saphir, Émeraude. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'histoire que tu évoques? Ruby, Saphir, Émeraude, c'est déjà ça prend place dans un monde imaginaire, le monde de Sycre, qui est un monde assez semblable au nôtre, tout en étant assez différent. L'histoire se concentre sur un petit village assez coupé du monde, vraiment reclus, dans lequel 3 adolescents vont découvrir la fête du bicentenaire de la fondation du village, c'est-à-dire les 200 ans. Pour l'occasion, alors qu'il y a une émulsion toute particulière dans le village, les adultes remettent au goût du jour une tradition, très vieille tradition, perdue, oubliée, qui est d'octroyer à 3 adolescents, à 3 cœurs purs, comme il est dit, une pierre précieuse. L'un va avoir un rubis, l'autre un saphir et l'autre une émeraude. Le soir venu, tout le monde est regroupé sur la grande place centrale du village, autour d'un grand feu, et les 3 adolescents font la fête comme tout le monde. Tout d'un coup, tatra, ils se retrouvent téléportés autre part, subitement, sans qu'ils le contrôlent, et ils réapparaissent dans un souterrain. Et là, ils comprennent qu'on les a enrôlés de force dans un ordre secret qui s'appelle l'ordre des chevaliers. Cet ordre est assez spécial, particulier, secret même, et surtout secret, puisqu'il veille à l'équilibre du monde, pour dire les choses grossièrement. Cet ordre est composé de manieurs de pierres, c'est-à-dire de personnes qui sont apparentées à des pierres précieuses, et ce qui va être le cas de nos 3 adolescents qui vont intégrer l'ordre et qui vont devoir se faire en fait à toutes les règles et à tous les devoirs dont ils sont chargés en tant que membres de l'ordre, en tant que chevaliers. Et justement, ce premier tome, c'est la rencontre de nos adolescents avec cet ordre des chevaliers et aussi la rencontre avec le grand méchant qui est amené à prendre de l'ampleur, à prendre de l'envergure dans cette saga. Ce méchant s'appelle Seth, il se fait nommer le prince d'Obsidienne et il a de grandes, grandes ambitions pour le monde de Sycre. C'est un homme qu'on pourrait qualifier de cruel, fantasque, très étrange, mais qui est extrêmement puissant, qui arrive à mettre en déroute, du moins à poser de très gros problèmes à l'ordre des chevaliers. Et donc nos adolescents sont les élus qui sont censés, qui sont chargés de lui barrer la route. Et ton récent, du coup, suit l'aventure de 3 jeunes. Est-ce que c'était important pour toi de choisir justement des jeunes comme protagonistes? Ce n'est pas tant que c'était important, c'est que c'était une évidence. Forcément, j'ai écrit ça quand j'avais 14-15 ans et pour l'identification aux personnages principaux, c'était important pour moi, c'était même essentiel. C'est-à-dire que je ne me voyais pas faire, une histoire avec un adulte ou, un jeune de 20 ans. Pour moi, c'était beaucoup plus facile de parler, d'exprimer les émotions d'un adolescent, ou d'une adolescente qui, aura à peu près mon âge. Je saurais un peu plus, m'y prendre, un peu mieux comprendre et justement, je me laissais pour plus tard, justement quand j'aurais pris de l'âge, pris de la maturité, le soin d'introduire des personnages principaux ou de créer des histoires avec des personnages principaux, un peu plus âgés, qui auront un peu plus de vécu. Car en fait, j'ai beaucoup anticipé, j'ai eu beaucoup d'appréhension en fait, avant de la publication du premier tome, sur ma légitimité même en tant qu'écrivain justement car j'étais très jeune. Les romanciers qu'on voit, dans les médias sont des romanciers souvent qui ont les cheveux grisonnants pour pas dire blancs. C'est vrai. On a aussi des jeunes. On a aussi des jeunes, mais d'une trentaine d'années souvent, des gens qui sont un peu installés dans la vie et Mm. quand on est aussi jeune comme ça, il y a forcément une sorte de syndrome de l'imposteur, quoi. Mais finalement, avec la publication, il y a une sorte de légitimité qui ressort, une fierté immense qui m'a conforté dans mes choix, dans mon hobby, dans mon passe-temps, dans ma volonté d'écrire. Mais pour moi, c'était normal et je pense que ça a beaucoup aidé à la fluidité, à la cohérence même de l'univers et des réactions des personnages, de mettre justement des adolescents. Et je pense que si c'était à refaire, je l'aurais fait comme ça. Je pense que ça fonctionne très bien. D'autant plus que dans l'Heroic Fantasy, on a souvent ce genre de profil. De jeunes adolescents, Mm. parfois C'est on vrai. va aller peut-être jusqu'à 18 ans, mais souvent on peut même partir jusqu'à 12 ans. Si vous prenez Gardien des Cités Perdues, Sophie Foster, qui est donc le personnage principal, elle a 12 ans. Alors elle a des capacités exceptionnelles, etc. Mais voilà, c'est comme si elle était en 6ème.
ou en cinquième. Et t'abordais du coup le syndrome de l'imposteur qui te bloquait un peu à publier le livre. Comment est-ce que t'as fait pour outrepasser ce syndrome de l'imposteur? Alors, on le passe lorsqu'on a la publication. En fait, au tout début, j'avais vraiment peur de le présenter à des éditeurs. Alors, la présentation, c'était assez simple. Je cherchais des éditeurs sur Internet et puis je leur soumettais mon manuscrit en ligne. Mon tapuscrit, comme on dit, puisqu'un manuscrit, on l'écrit à la main et le tapuscrit, on le tape. Euh, mais sinon, comment dire ça? Voilà, j'avais beaucoup d'appréhension, ce qui a fait aussi que ça a retardé. Ça a retardé également voilà, mes soumissions de manuscrits. Au final, on découvre un peu comment fonctionne l'édition, en tout cas quand on est un jeune auteur, avec tout un tas de maisons différentes qui proposent des contrats divers et variés, enfin souvent un peu semblables et pas forcément très avantageux. On découvre un peu voilà, les avantages, les inconvénients, on découvre vraiment le monde de l'édition au travers justement euh, du regard et du point de vue de l'auteur, de l'écrivain. Et puis, lorsqu'on a un contrat qui nous intéresse, dans lequel on pense voilà, qu'il y a quelque chose à faire, une collaboration possible, eh bien, on signe et à ce moment-là, la fierté nous envahit parce qu'on voit petit à petit notre livre se concrétiser. Et rien que le fait de voir que des éditeurs peuvent dire: «Voilà, on a confiance dans votre livre et on voudrait le publier», c'est déjà un premier pas, en fait, pour effacer ce syndrome de l'im si les gens qui sont censés être experts, qui sont censés s'y connaître, eh bien, si ces gens-là pensent que vous avez le moyen de faire des ventes et de passionner des gens, là, à ce moment-là, vous êtes vraiment renforcé dans votre conviction, dans votre passion, dans votre inspiration. Et vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu une sorte de déblocage. À partir du premier tome, d'autant plus que le deuxième tome était à peu près assuré. Donc je me suis dit, voilà, je peux me lâcher, je peux laisser libre cours à mes envies. Et c'est pour ça d'ailleurs que le tome 2 est plus épais que le premier tome. J'ai mis plus d'idées. Ce n'est pas tant qu'il prend plus de risques, mais c'est qu'il est encore plus créatif, encore plus inventif et encore plus passionné. On va dire ça comme ça. Le premier tome va poser les bases. On a vraiment, comment dire, la première création quoi, d'un jeune écrivain. Et le deuxième, c'est aussi la création d'un jeune écrivain, puisque quand j'ai commencé à écrire le deuxième tome, par exemple, c'était peut-être un an et demi après le premier tome en fait, le premier jet du Ouais. premier tome. Et donc là, j'ai pu rajouter des choses, notamment au moment de la relecture. Et maintenant, par exemple, je suis en train d'écrire le troisième tome, je suis totalement libéré, et j'adore encore plus ce que je fais et ce que j'écris. Plus t'avances, plus tu prends du plaisir du coup dans l'écriture et plus tu peux proposer aussi plus de choses, plus d'éléments dans tes histoires. Exactement, exactement. Et pour revenir du coup, notamment au premier tome, mais ça peut être le cas aussi avec le deuxième et puis peut-être le troisième, mais dans tous ces, dans ton histoire, les jeunes que tu évoques ont un destin imposé, même s'il s'agit de fantastique. Peut-on faire un parallèle avec le destin de notre génération, vu souvent comme la génération qui va sauver le monde avec des défis pour répondre aux défis de l'époque? C'est un parallèle qui est extrêmement intéressant, et c'est un parallèle auquel je n'avais pas pensé au moment d'écrire. Euh, et franchement, il y a une réflexion à pousser. D'ailleurs, c'est une réflexion que je vais développer dans le tome 3, que je comptais développer par le biais d'un des personnages. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisse le découvrir et je vous On laisserai le découvrira découvrir ça. lorsque le tome 3 sortira. Mais c'est vrai que la question de la liberté est une question très importante. Euh, de la liberté et du devoir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on pense souvent le sens accepté, le sens commun, stéréotypique même, de la liberté, c'est l'idée que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ou du moins, la liberté se mesure à la quantité, au nombre de possibilités qui vous sont offertes. Et à mon avis, à mon sens, alors ça c'est quelque chose qui a mûri avec le temps, mais c'est une manière de penser qui n'est pas bonne. À mon avis, la liberté est faite intrinsèquement de contraintes et la liberté, serait plutôt d'accepter ou non le destin qui nous est apposé. Alors, destin, c'est un grand mot, mais d'accepter ce qu'on attend de vous ou ce qui est attendu de vous par quoi que ce soit, quoi que vous pensiez. Par exemple, ces héros-là, les 3 héros là qu'on a dans le premier tome, ils sont certes enrôlés de force dans cet ordre, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ils sont quand même enrôlés de force, mais ils ont toujours au final la liberté d'accepter ou pas le destin qui leur incombe, qui leur est imposé. Certes, ce sont des gamins qui sont doués,
avec les pierres qu'ils ont, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais les pierres auxquelles ils sont apparentés sont des pierres qui donnent accès à des pouvoirs, et des pouvoirs vraiment spectaculaires pour certains. Et ces 3 adolescents justement ont un potentiel vis-à-vis de ces pouvoirs qui est colossal. Et c'est un potentiel qui va être exploré dans le premier tome. La question qui se pose quand même, c'est lorsque vous avez été enrôlé de force par des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, euh, et qu'on vous dit voilà que vous devez affronter un grand méchant qui est quelqu'un d'extrêmement violent, d'extrêmement dangereux en fait, où vous allez souffrir, est-ce que vous acceptez cela ou pas? Euh, et ce n'est pas forcément parce que vous êtes censé être un cœur pur que vous devez accepter. Et justement, à mon avis, la liberté, c'est le fait de se plier ou non à son destin. Les 3 adolescents peuvent choisir de, de quitter l'ordre, par exemple, d'aller affronter le 7 par d'autres moyens, d'aller le contrecarrer par d'autres moyens, ou de fuir. Ils pourraient tout aussi fuir. Euh, et c'est une question, je pense, qui est très importante et qui est traitée au final dans la trilogie, tout le long de la trilogie, par des moyens divers, par des obstacles, par des épreuves diverses. Et je pense que c'est tout l'intérêt même du format de la trilogie ou de la saga. C'est-à-dire que l'on comprend, on voit le caractère des personnages qui va certes évoluer, mais aussi qui va se révéler au travers des épreuves qu'ils vont affronter. Le tome 2, par exemple, est vraiment terrible dans ce sens-là, puisque vous avez plusieurs drames qui se produisent, et tout l'enjeu en fait, de ce deuxième tome, c'est de rattraper notamment une erreur qui a été faite, une énorme erreur qui a été faite, mais aussi pour d'autres, justement, d'aller dans le sens qui est le bon, celui de leur destin. Et le tome 3, justement, va poursuivre cela encore plus loin, en ajoutant d'autres dimensions. C'est-à-dire que le premier tome, il y a une sorte, comment dire, d'élargissement au fur et à mesure des tomes. Le premier tome se concentre surtout sur les 3 adolescents, sur l'ordre des chevaliers, et il y a une ouverture qui est faite à partir de la deuxième moitié du livre, sur le monde extérieur, etc. Le deuxième tome, lui, va prendre vraiment l'allure d'une odyssée, d'un odyssée, et vraiment d'un grand voyage. Et le troisième tome sera aussi l'occasion de plusieurs voyages, mais avec une dimension encore plus grande que l'on peut imaginer. Et justement, ces 3 adolescents-là sont pris en fait à l'intérieur de leur univers et des règles qui le régissent, et ainsi que des comment dire, ainsi que de toutes les vies humaines qui composent cet univers-là et qui impactent énormément euh, comment ce monde va évoluer. Le 7 par exemple, le méchant, l'antagoniste principal, a une volonté de modification profonde du monde. Il veut, euh, il veut le dominer pour le modifier dans le sens qu'il juge être le bon, par exemple. Et les 3 adolescents vont entrer en opposition avec ça. Mais justement, c'est ce que je disais par rapport à la liberté, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Est-ce qu'ils vont parvenir, certes, mais est-ce qu'ils vont faire le choix conscient de se plier aux ordres de ces individus qui les ont enrôlés de force? Ok, non, c'est intéressant, mais justement, tu parlais du tome 3. Est-ce que tu sais quand tu vas pouvoir le sortir et le publier? Alors, c'est assez particulier. Il faut savoir tout d'abord que si j'ai écrit le premier et le deuxième tome, actuellement, il est très difficile de se les procurer, car la maison d'édition, les éditions Ciné-Laurent, dans laquelle j'étais, a fait faillite. Donc, il va me falloir trouver un autre éditeur pour reprendre les 2 livres. J'ai préféré pour l'instant, au lieu de sauter sur la réédition, chercher déjà à écrire le troisième tome, le retravailler. Pourquoi pas retravailler les 2 premiers tomes, certains aspects, que ce soit sur des tournures, sur le style. Je pense garder quand même l'essentiel, évidemment. Et j'hésite beaucoup en fait sur le fait de retravailler, puisque j'aime bien l'idée que j'ai écrit le premier tome, par exemple, et il reflète ce que j'étais à cette époque-là. C'est vraiment c'est un débat que je peux avoir, par exemple, puisque j'ai beaucoup évolué en fait au fur et à mesure de l'écriture. Et sinon, ce tome 3, je ne sais pas quand il sortira. Je vais beaucoup travailler dessus pendant l'été. Je compte le terminer pendant l'été et ensuite le soumettre à divers éditeurs. Je tiendrai évidemment informer tous mes lecteurs sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, mais rien n'est sûr pour le moment. Et tu disais que tu étais étudiant. Est-ce que tu aimerais vivre de l'écriture plus tard? Forcément, c'est le rêve. C'est forcément un rêve de vouloir vivre de son écriture, mais il faut se rendre à l'évidence, la grande majorité des écrivains ne vivent pas de leur plume. J'aimerais beaucoup et je me dis aussi, et c'est mon secret d'espoir, c'est que en écrivant jeune, je peux constituer un lectorat de manière assez précoce Hmm. et je peux l'entretenir au fil du
temps, un lectorat qui voilà, parlera de moi, etc., etc. En fait, j'ai l'espoir, j'ai l'ambition de vraiment m'implanter en fait, dans le monde de l'écriture euh, et parmi les éditeurs en fait, au fur et à mesure du temps. J'imagine pas, je n'ai jamais imaginé par exemple que Gardien Cité Perdue serait le nouveau Harry Potter, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que tout d'abord, ça va suivre. J'aimerais que ça suive ma vie, c'est-à-dire que si j'écris tout au long de ma vie, en fait, on arrive à voir vraiment euh, les différentes phases en fait qui ont guidé mon existence, qui ont vu des cassures, euh, des changements de mentalité ou des continuités justement. C'est quelque chose que je trouve très intéressant. Lorsque vous lisez quelques biographies de certains auteurs classiques, par exemple, des fois vous voyez cet auteur a entamé sa conversion, par exemple, je sais pas, sa conversion vers le catholicisme, et on le ressent à travers ses œuvres. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est aussi ce que je veux retrouver, c'est-à-dire que j'ai écrit par exemple de la fantasy parce que j'étais un adolescent. Euh, j'ai vraiment envie de continuer à explorer tout ce qui est fantasy, tout ce qui est monde imaginaire. La question c'est est-ce que je vais continuer à faire ça toute ma vie? Euh, est-ce que j'aurai toujours envie? Et franchement, c'est une question qui se pose et ça peut être très intéressant. Moi, j'aimerais énormément, bien sûr, vivre de ma plume. J'aimerais pouvoir passer mes journées euh, à, à soit écrire, soit, je sais pas, voyager, rencontrer des gens pour, pour mon art. Comment dire, et j'aimerais beaucoup élever mon art. Voilà. C'est quelque chose vraiment qui me, Ça qui me rendrait t'intéresserait extrêmement vraiment. fier. C'est ça. C'est-à-dire que pas seulement taquiner ma muse, mais aussi contribuer voilà, à la littérature française. J'aimerais beaucoup. Par le biais de la fantaisie, ça peut tout à fait se faire. Je considère que la fantaisie est un genre comme les autres. C'est-à-dire que certes, c'est un genre différent qui n'a pas ses lettres de noblesse comme le roman classique, le roman blanc, comme Mhm. on dit, ou même le polar, hein, qui est très, très populaire parmi les adultes. Mais sincèrement, je pense que voilà, avoir tout un tas d'auteurs, parce que j'en rencontre beaucoup, tout un tas d'auteurs qui voilà, veulent faire de la fantasy, qui veulent vraiment faire des choses solides, qui veulent donner des univers intéressants, passionnants, euh, et même avoir une touche stylistique, une plume qui soit intéressante. Mais moi, je ne demande que ça. Et si je peux être reconnu par mes pairs écrivains ou même mes lecteurs, c'est un immense plaisir et un immense honneur, bien sûr. Voilà, c'est le rêve, évidemment, mais on va travailler pour ça. Et il faut travailler pour ça. Et tu as pu être invité à de nombreux salons du livre pour présenter tes romans. J'ai pu lire que c'était important pour toi d'avoir les retours de tes lecteurs. Oui, c'est assez important. C'est assez important parce que, comment dire, le plus gros risque quand vous êtes écrivain, c'est que tout d'abord, c'est quelque chose que vous faites seul, en général. Vous écrivez, c'est vous qui écrivez, c'est votre nom qui apparaît. Il y a l'entourage qui aide, et l'entourage est très important. Il faut toujours avoir un regard extérieur, un point de vue qui puisse critiquer, qui puisse sortir de votre émotion en tant qu'écrivain. Et je pense que c'est très important. Le premier jet de Ruby Saphir Emeraude Améthyste, je l'ai fait lire à mes deux meilleurs amis, même plus, et puisque je les cite, Titouan, Omar, Marie, qui sont justement voilà, des amis chers, des amis proches, qui m'ont donné leur avis, et des avis qui étaient intéressants. Ensuite, j'ai pu avoir d'autres avis, des avis de personnes qui étaient plus dans le monde du livre. Par exemple, ma correctrice, Delphine, que je cite dans mes remerciements. Euh, c'est très important d'avoir un retour des lecteurs parce que tout d'abord, c'est toujours quelque chose en général d'agréable. Ce sont des gens qui vous ont lu, voilà, qui viennent vous voir. On échange, on parle des personnages préférés, des moments qui ont marqué. C'est toujours un bon moment et puis en plus, moi, ça me remet dans, dans mon livre. C'est-à-dire que souvent, on passe un petit peu à autre chose quand même. Le premier tome, par exemple, je n'y replonge que très peu. Je suis dans le troisième maintenant et même le deuxième, c'est pareil c'est le même chose pour le deuxième tome. On écrit et puis, on a toujours ça en tête puisqu'on l'a lu, relu et encore relu, enfin, jusqu'à, finalement ne plus en pouvoir. Mais, ça nous remet dedans et c'est agréable parce qu'on replonge un peu dans sa phase d'écriture à soi. Lorsqu'on a écrit ce genre de passage, c'est tout ça fait toujours, chaud au cœur, ça donne du baume au cœur et aussi on peut avoir, voilà, des critiques constructives. J'ai pu avoir des critiques négatives, par exemple. Et là, ce sont des critiques qui font appel à votre ego. Comment est-ce que vous supportez la critique? Surtout que c'est un projet dans lequel vous mettez des centaines d'heures. Parce que lorsque je disais que j'avais mis 8 mois pour écrire le premier tome,
j'ai mis 8 mois, à raison à peu près d'une demi-heure, 1 heure par jour, chaque jour. Et donc, vous comptez rapidement, vous arrivez à quelques centaines d'heures. Et le deuxième tome, c'est encore pire, et le troisième tome, ça va être encore pire. Donc, forcément, il y a forcément de l'émotionnel qui vient dedans. Ouais, la Et question de l'ego, comment accueillir la critique? exactement, exactement. Et j'ai eu des critiques qui m'ont évidemment qui m'ont fait du mal, évidemment, mais c'est important. Et justement, il y a des critiques qui allaient dans le sens de ce que je pensais aussi, dans des choses que je voyais combler, renforcer dans les tomes suivants. Et donc, c'est toujours constructif, c'est très intéressant et il faut toujours les prendre. Toujours. Et on se bonifie à force d'écrire. Ma plume, lorsque j'ai commencé à écrire le premier tome, n'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui, c'est sûr. Mais même lorsque j'ai commencé, par exemple, à écrire le deuxième tome, dans la foulée du premier, je me suis vraiment surpris, en fait, à avoir une approche du mot qui était un peu différente. On prend vraiment ses marques, on prend ses habitudes, que ce soit sur des mots qui vont être un peu plus récurrents que les autres, sur des tournures de phrases qu'on apprécie particulièrement, sur des manières même d'amener les situations qui peuvent se reconnaître. Mais je peux vraiment garantir à tous nos auditeurs que lorsque j'écris le tome 3, j'apporte une plume qui a vraiment maturé. Et ça se ressent et c'est d'autant plus délectable que je me vois vraiment évoluer. Et je pense que voilà, c'est un des plaisirs, en fait, un de mes plus grands plaisirs, une de mes plus grandes fiertés, c'est de voir que j'ai vraiment évolué, que j'ai grandi. En fait, je me suis vu grandir au travers de mes livres. Voilà. Et de nombreux jeunes ont encore du mal à lire. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour leur donner envie? Alors, j'ai déjà rencontré ce genre de cas-là dans des salons où, vous savez, vous avez des salons du livre où vraiment ce sont des lecteurs qui viennent. C'est pas le plus intéressant. Souvent, ce qui est plus intéressant, ce sont les marchés de Noël. Les marchés de Noël, déjà, vous avez une forte affluence et vous êtes mélangé en fait avec des gens qui Ils sont pas font forcément d'autres lecteurs. choses. C'est ça. D'un côté, vous avez un public qui n'est pas forcément lecteur, et de l'autre, en fait, les exposants autour de vous sont pas forcément, enfin, peu en fait à être des écrivains. Donc déjà, Hmm. au-delà du fait qu'il y a moins de concurrence, au-delà de ça, euh, vous avez en fait, comment dire, les gens qui veulent lire vont davantage se focaliser sur vous, naturellement. Donc vous allez davantage parler avec eux, mais aussi vous allez avoir des gens qui voilà sont venus pour, je sais pas, acheter des confiseries et qui vont tomber sur votre livre. Des fois, j'ai des gens qui me disent voilà, moi je lis pas, voilà, c'est sûr. Et ces gens-là, moi je peux pas, comment dire, je peux pas leur dire tenez, vous lisez pas, je vous propose un livre de 300 pages ou Ouais, même c'est de sûr. 460 pour le deuxième tome. Donc moi je peux pas trop aider. Pour les jeunes, j'ai des jeunes des fois qui lisent beaucoup, qui dévorent mes livres. J'avais le cas d'une jeune adolescente qui avait commencé à lire mon livre, qui avait adoré le résumé que je lui avais fait, et qui avait commencé à lire, mais à une vitesse phénoménale, phénoménale. Et comment dire, Euh, des fois, j'ai des, des enfants, enfin des enfants, de, de jeunes, un jeune public qui vient avec ses parents, et ça arrive ça. Et là, en fait, je me revois à leur âge, à 9-10 ans par exemple, des fois 8 ans, quand mes parents en fait m'encourageaient énormément à lire. Et là, tout ce que je peux leur dire, c'est de foncer, en fait, de pas avoir peur du nombre de pages. J'ai eu le cas en fait d'un jeune enfant qui finalement m'a pas pris de livre, mais qui voulait lire, qui en fait avait peur parce que il avait un petit pavé en fait. Il avait 300 pages devant lui potentiellement. Ça lui a fait peur. Et en fait, c'était absolument adorable. Mais en fait, en général, il y a voilà cette appréhension par rapport au volume du livre. C'est quelque chose de très présent. Moi-même, hein, quand je vois que j'ai un livre poche de 800 pages, ça m'impressionne, hein. Je suis comme tout le monde. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le roman, a fortiori la fantaisie, c'est une lecture qui est très facile à mes yeux. C'est une lecture où vous pouvez enchaîner les pages facilement et même vous n'avez pas besoin forcément lorsque vous lisez, de lire 50 pages d'un coup. Vous pouvez lire petit à petit. Il y a des gens qui ont des rythmes de lecture très lents ou même beaucoup plus calmes en fait et apaisés. Je vous dirais juste, si vous n'aimez pas lire, essayez de vous forcer un petit peu. Il y aura sûrement quelque chose qui vous plaira. Même les mangas, qui à mes yeux, les mangas à mes yeux sont pas vraiment de la littérature. C'est une manière de raconter une histoire, mais vous n'avez pas de narration en tant que telle comme Hmm. vous pouvez avoir dans le roman ou dans d'autres. Voilà, mais vous pouvez commencer par exemple par du manga ou de la bande dessinée.
C'est plus pratique, c'est plus facile, c'est plus accessible. Ça peut être une C'est très première intéressant approche. aussi. C'est une première approche très intéressante. Et en général, ne vous mettez jamais de barrière. C'est tout ce que je vous dirais, ne vous mettez jamais de barrière. Et est-ce que tu trouves que la littérature est suffisamment représentée dans les médias? Alors ça dépend de quelle littérature on parle. Euh, la littérature fantasy, elle est absolument proscrite des grands médias, quasiment, à part pour parler d'Harry Potter et du Seigneur des Anneaux à la limite. Je savais très bien, par exemple, que je ne serais jamais invité, même si j'avais un succès, je sais pas, sur un plateau télé ou peut-être sur la grande librairie, par exemple. Des émissions vraiment spécialisées, etc. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça dépend du genre littéraire. Euh, et ça dépend aussi de votre éditeur. Si vous êtes chez Gallimard, si vous êtes chez Grasset, chez de grandes maisons, vous avez vos entrées en fait. Vous avez vos entrées sur les grands plateaux en général. C'est ce qui se dit en tout cas. Avec une petite maison d'édition, si elle n'est pas rachetée par un grand groupe, voilà, vous avez une publicité qui est très minime. Avec Ciné Laurent, par exemple, j'avais très peu de publicité. Par exemple. C'était un des gros défauts de cette maison d'édition. Et je te propose à présent de passer à la dernière partie de l'interview, consacrée à la culture en règle générale. Est-ce que déjà pour commencer, tu as un livre à nous conseiller pour cet été? Alors, avoir un seul livre, c'est très dur. C'est très très dur. En fait, C'est une mission En fait, difficile. je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui veut lire beaucoup, et mes lectures ont beaucoup changé avec le temps. Par exemple, si nous avions fait cette interview euh, lorsque j'avais 16 ans, par exemple, euh, je vous aurais conseillé de la fantasy, sûrement. Et je vous conseillerais de la fantasy d'ailleurs. Gardien des Cités Perdues pour commencer. Voilà, c'est vraiment génial. C'est de la fantasy pour adolescents, très intéressant, très sympa. Ça fait toujours fondre mon cœur de voir voilà Sophie Foster et toutes ces pérégrinations. Voilà, ça sera toujours la série du cœur. Sinon, dans de la fantasy plus récente que j'ai lu plus récemment, je vous conseillerais Noémie Delprat. C'est une auteure de Ponto Combo, en Seine-et-Marne, à qui je travaille, on va dire, enfin, avec qui je communique régulièrement, notamment dans le cadre de différentes activités sur Ponto, par exemple. Et elle a écrit Les larmes de June Dure, qui est vraiment. Comment- J'ai ressenti beaucoup d'émotions similaires à mes lectures lors de Gardien des Cités Perdues. C'est très maîtrisé, c'est passionnant, c'est très très bien fait, l'univers est génial, les personnages sont vraiment attachants. Je vous conseille vraiment, c'est un gros coup de cœur. Vous avez 4 tomes, la série est à présent terminée, et le quatrième tome est colossal, mais j'ai pas commencé à le lire encore, et je m'en veux d'ailleurs. Vraiment, gros conseil pour de la fantasy, voilà, vraiment ça. Si je devais vous conseiller de la science-fiction, par exemple, j'ai lu très peu de science-fiction, mais voilà, j'ai lu un auteur français qui est assez connu dans ce genre-là, qui s'appelle Pierre Bordage, qui a Mhm. écrit Les Guerriers du Silence, qui est une trilogie vraiment géniale. Euh, Comment dire, j'ai découvert vraiment la science-fiction avec lui. C'est incroyable, vraiment incroyable. On a comment dire, il y a l'histoire, parce qu'en fait vous avez 3 tomes, vous avez même des éditions intégrales en fait, où vous avez les 3 tomes en un. Vraiment génial, passionnant, vraiment passionnant. On est embarqué, on a une vraie histoire qui nous embarque, vraiment avec une multitude de personnages, mais aussi une langue particulièrement riche, sans être lourde. Vraiment, j'ai découvert des mots, tout un tas de mots, et vraiment des mots utiles. Sinon, je pense que ça sera ma dernière recommandation, sur de la littérature classique française, notamment, parce que c'est ce que je lis beaucoup en fait depuis un an. J'ai essayé voilà, justement de me faire une culture littéraire, classique vraiment, pour connaître vraiment, comment dire, pour connaître ce qui fait que l'on considère le français comme une très très belle langue. Et je ne suis pas déçu, je pourrais vous conseiller plein de livres, euh, et là ça dépendra de vos sensibilités. Si vous avez un cœur catholique, si vous pouvez supporter un discours réactionnaire dans une époque très tendue, je vous conseillerais Le Désespéré de Léon Bloy, qui est un livre très particulier que je ne peux pas recommander à beaucoup de monde. C'est pour des lecteurs aguerris. On a vraiment une recherche du mot rare, du mot archaïque, euh, mais on a véritablement, à mes yeux, une plume somptueuse, vraiment somptueuse, avec une histoire très sombre, très très sombre. Bon, ça se passe au dernier quart du 19e siècle, voilà, pour vous dire. S'il y a quelques lecteurs vraiment courageux, je pourrais vous conseiller aussi Joris Karl Wiman, qui est dans le même style un peu que Léon Bloy, pas forcément le côté catholique, mais le côté recherche du bon mot, du mot rare, etc. Je pourrais vous conseiller voilà, sa bibliographie. J'ai lu par exemple En Rade, ou j'ai lu Marthe, des livres très jolis, enfin très jolis,
avec une très jolie plume. Sinon, un autre classique, qu'est-ce que je pourrais proposer? Jean d'Ormesson, c'est très bien aussi. C'est très bien pour commencer. Au revoir et merci était très joli. La gloire de l'Empire, et c'est le deuxième livre que j'ai lu de Jean d'Ormesson. Très 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 bon livre qui a énormément de références historiques. En fait, c'est un pastiche de livres historiques. On vous raconte en fait l'histoire d'un empire. Et en fait, cet empire n'a jamais existé. Il se passe dans l'Antiquité. Et vous avez, je pense qu'il faudrait que je le relise aujourd'hui à l'aune de mes connaissances en histoire ancienne. Il doit y avoir un nombre de références faramineuses. Le livre était génial, très très bien écrit, parce que Jean d'Ormesson, c'est pas seulement bien écrit, c'est une plume qui est accessible. Donc je vous conseille vivement, voilà, Au revoir et merci, La gloire de l'Empire par exemple. Je pense on a là de bonnes De lectures. belles recommandations. Ouais, de bonnes recommandations. Ouais. Ben, merci à toi pour ces recommandations. Et avant-dernière question, quel est l'objet qui est indispensable pour toi afin de passer une excellente nuit d'été? Oh, 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 oh. Un objet Un objet. pour une nuit. Oh, c'est cliché, mais un livre. Un livre. J'avoue Non, mais qu'en écrivant la question, je me doutais un peu de la réponse. non, mais en fait, il y a plusieurs choses moi, qui sont importantes le soir. Le livre, en fait, le livre, c'est la composante essentielle. Honnêtement, il y a plusieurs choses. Ce serait plutôt un setup, comme on dirait. Parce qu'en fait, c'est le livre, voilà, avec la lampe derrière, etc. C'est génial. Un bon livre de fantasy, pas prise de tête, c'est très bien, par exemple. Vraiment. Pour surtout Ou un bon l'été. roman. Voilà, surtout l'été. Vous savez, l'été, c'est les vacances, on a du temps, etc. On profite, quoi. On profite, on se plonge dans une histoire à bras raccourcis, à corps perdu. C'est parfait. Mais aussi, la bougie, c'est pas mal. Ça fait un peu vieillot, mais quelque chose que j'aime beaucoup, c'est Mais ça a son lire charme. avec. Ça a un charme fou. C'est un charme fou. Même pour écrire à la main, j'aime beaucoup voilà, écrire dans des cahiers, écrire mes pensées, etc. Des choses qui ne seront sans doute jamais publiées, mais pour mon plaisir personnel, et avoir quelques bougies autour de soi, dans une lueur tamisée, ça a un charme mais épatant. Vraiment, ça m'embarque dans tout un tas d'émotions. Et également, ça dépend des jours, un peu de musique. Donc soit une enceinte, soit les écouteurs, ça dépend. Un peu de musique. Et là, la musique, vous choisissez ce que vous voulez. J'aime bien avoir une musique qui n'a pas de paroles, parce que ça me permet ça m'évite de me déconcentrer en fait. Ouais. Avec voilà, ce qui va être dit, ou sinon voilà, des paroles en langue étrangère, pourquoi pas, mais souvent voilà, une musique un peu, pas forcément d'ambiance, ça peut être une musique épique. Je vous promets je peux promettre aux auditeurs que j'ai écrit des passages par exemple dans le tome 2 qui étaient épiques, avec des remixes de musique de jeux vidéo. Incroyable, mais incroyable. Mais on peut pas en fait, je sais pas comment dire. La musique, c'est vraiment un multiplicateur d'émotions. Quand la musique est bonne, quand elle est à la fois au moment de la lecture, mais aussi de l'écriture, ça décuple les émotions. Complètement. C'est incroyable. Et vraiment, j'ai eu des fois où j'ai gratté du papier. Enfin, j'ai gratté du papier sur mon ordinateur, quoi. Donc, gratter, on verra. Mais j'ai écrit beaucoup parce que j'étais vraiment guidé, porté par la musique. Et donc, voilà, c'est plus la préparation au total, quoi. Le livre, un bon livre, voilà, un format poche, par exemple. Un bon format poche, un livre avec une bonne odeur aussi. On n'en parle pas assez, mais l'odeur d'un livre, c'est important. C'est Très vrai que important. ça a une odeur particulière et qui tout de suite nous marque. Oui, Et oui. ouais, c'est vrai que c'est une odeur particulière. Ah, mais un truc que me disait mon père, parce que j'ai découvert en fait il y a quelques années que mon père, en fait, comme moi, comment dire, plongeait un peu son nez dans le livre, dans les pages de temps en temps, pour s'imprégner vraiment de l'odeur. Mon père me disait souvent, un livre avec une bonne odeur, c'est un bon livre. Et franchement, j'ai pas eu de contre-exemple jusqu'à présent. Donc voilà, On va parfumer du je- coup les livres pour pouvoir les écouler plus facilement. c'est ça, c'est ça. Et tu parlais de musique, justement, est-ce que tu as une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? En fait, moi j'ai des phases avec la musique. En général, ça va être une musique que je vais vraiment écouter énormément pendant, voilà, pendant quelques jours, quelques semaines, et après je vais un peu la lâcher et je vais y revenir plus tard, justement en me remémorant la période à laquelle je l'ai écoutée. Mais sinon, en fait, ça serait des musiques, comment dire, pas connues de la part des auditeurs, et comme ce sont des musiques un peu barrées, je vais me faire un malin plaisir à vous donner les noms.
En fait, On ira écouter juste après. c'est ça. Alors, peut-être, je sais pas, enfin, peut-être On les mettra mettre les liens, ou les oui, noms, sur nos réseaux les sociaux liens et ou les sur le noms, site parce internet. que ça va être en langue étrangère, en fait. Il y a beaucoup de musique que j'aime bien, voilà, française, de variété française. J'écoute en fait beaucoup de styles de musique différents. Je peux écouter du rap hardcore. Je peux écouter de la K-pop aussi. Enfin, je peux tout écouter en fait, tout écouter. Et en fait, il y a un type de musique que j'aime beaucoup. C'est une chanteuse qui s'appelle Paola Selling. C'est une chanteuse roumaine Ouais. et elle est, comment dire, elle a fait de la pop un petit peu. Notamment, il y a une musique que j'aime beaucoup qui s'appelle Noapte Calde, qui veut dire une nuit chaude d'ailleurs. Très très sympa. Euh, Vous avez aussi en fait des musiques qui sont plus lyriques avec de vrais orchestres en fait. Et c'est absolument somptueux parce que c'est une chanteuse qui a vraiment une voix d'ange en fait, et une voix très très vraiment sublime. C'est une, Ça fait partie de ce genre de voix qui peuvent me faire monter les larmes aux yeux. Et donc je pourrais vous conseiller enfin plusieurs musiques. Tu Nuves Chero, qui est une autre musique. Euh, on pourra mettre les liens en fait, on pourra mettre les liens, mais c'est tout un tas de musiques vraiment que je vous conseille d'aller voir, qui sont vraiment magnifiques, qui peuvent chanter l'amour beaucoup. L'amour est quand même un sujet essentiel de la musique en général, mais C'est vrai. c'est magnifique et même sans comprendre le roumain, vous pouvez être emporté parce que c'est la voix, parce que c'est l'orchestre, parce que c'est tout. En fait. C'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est vraiment ça m'enivre. Et c'est pas forcément ce genre de musique que j'écoute lorsque j'écris parce que c'est très varié en fait, ça dépend du moment et je peux pas donner en fait une musique que je prends quand j'écris. Mais vraiment ça fait partie de ce genre de musique qui des fois quand vous êtes fatigué, vous savez, vous êtes fatigué, vous vous posez et c'est là en fait où vous êtes peut-être le plus faible en fait émotionnellement et la musique vous cueille. Elle vous cueille, elle vous prend et il y a rien de plus beau. C'est comme parfois je lisais Joris Karl Huijman en fait, je vous en ai parlé, je voulais nommer cet auteur-là. Quand je lisais en rade, je vous ai dit qu'il avait une plume magnifique et bah Mhm. des fois j'étais fatigué, et j'étais dans mon lit, il y avait voilà, la lumière de la lampe et sincèrement, sincèrement, j'ai eu des sanglots, quoi, parce que ce que je lisais était beau. Et pas forcément parce que l'émotion était intense, mais parce que les mots me touchaient. Les mots en tant que tels, je sentais les mots couler dans ma bouche. La description était fluide, les, les, les mots en tant que tels étaient justes, les syllabes étaient belles, tout était parfait. Et en fait, vous avez des moments, en fait, des moments que vous ne pouvez pas prévoir, où vous êtes le plus sensible à l'émotion. Et ces moments-là, faut les embrasser. Et ces musiques-là de Paola Selling, je pourrais vous en conseiller plein. Voilà, on mettra les liens, mais On je vous mettra les conseille liens, oui. vivement de les écouter parce que vous ne le regretterez pas. Voilà. Entendu, ça marche. Donc, enfin, dernière question que je pose à l'ensemble de mes invités, Alexandre. Qu'est-ce que ça t'évoque, une nuit d'été? Une nuit d'été, alors moi dans ma tête, une nuit d'été, c'est plusieurs choses. Je vais souvent au Portugal en fait l'été. Pas cette année, j'ai pas pu, mais à mon grand regret. Mais souvent c'est le Portugal. Euh, Assis sur la terrasse, en train de contempler l'horizon, dans la propriété de mes grands-parents, voilà, au Portugal, à papoter avec eux. Mon grand-père avec un verre de rosé ou un verre de vin, ma grand-mère avec un mélange de Sumol, enfin de Seven Up et de rosé aussi, et moi avec un jus de fruits. Euh, ou sinon, voilà, à parler, vous savez, à parler de tout, de leur vie à eux, de politique, de je sais pas quoi, tout, jusqu'à 23h minuit par exemple. Ou sinon, me poser dans mon lit, alors qu'il y a une chaleur assez lourde encore, avec vraiment voilà, des couvertures qui sont vraiment très très légères, parce que sinon en fait on suffoque. Et vraiment voilà, seul dans ma chambre, avec un bon livre en format poche, une belle saga de fantasy. Par exemple, j'avais lu La Belle Garade, par exemple, de David Heddings, pendant un été, et ça me laisse un souvenir qui est encore là aujourd'hui et qui est encore très lénifiant en fait. Et voilà, pour moi c'est ça. C'est soit la discussion qui ne finit jamais avec les grands-parents ou avec les amis au bord d'une terrasse avec un beau soleil couchant, ou sinon vraiment euh, la, la lecture nocturne tout seul, vraiment une relation avec le livre et soi et
sublimé par la petite lumière que vous avez en fond, quoi. Ça marche, une belle description pour passer une belle nuit d'été. Bah, merci à toi Alexandre d'avoir passé cette nuit d'été en ma compagnie. On peut acheter sur internet tes 2 tomes de Rubis, Saphir, Émeraude et évidemment te retrouver sur tes réseaux sociaux, notamment pour découvrir du coup quand tu sortiras ton 3e tome. Exactement. Et puis on conseille évidemment de te lire cet été. Bien écoute, je te remercie pour l'invitation. Voilà, c'était un plaisir, un immense plaisir de parler avec toi et aux auditeurs. Donc voilà, j'espère que on pourra échanger sur les réseaux sociaux, par exemple, à propos du livre ou d'autres choses, puisqu'on a évoqué tout un tas de sujets. Et voilà, je vous souhaite vraiment voilà, à tous de prendre soin de vous et de croquer la vie à pleines dents. Bah, merci à toi. C'est ainsi que se termine ce 3e épisode d'une nuit d'été. Dans 15 jours, c'est un chanteur, ancien candidat de The Voice que je recevrai, le talentueux Eden. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente nuit d'été. Still raising me up, but when I look aside